C'est un métier. J'ai l'habitude de le définir un peu euh, comme un médecin d'entreprise, un médecin généraliste d'entreprise. Vous savez, le médecin généraliste, il est compétent sur toutes les questions de santé qu'on rencontre. Et l'expert comptable, il a une compétence un peu transversale sur tous les problèmes qu'une entreprise peut rencontrer. Et je dirais même qu'une entité peut rencontrer dans le cadre de sa gestion. L'expert comptable porte assez mal son nom parce que quand on entend expert comptable, on entend comptable. Comptable d'un certain niveau. Mais ce n'est pas seulement des formations de comptabilité qu'on subit dans le cadre de ce diplôme et de cette profession, mais c'est des formations d'économie, de droit. Donc il y a plusieurs branches du droit d'ailleurs qui sont abordées dans le cadre de l'expertise comptable, mais aussi de la gestion d'entreprise, et voire même des domaines connexes comme la communication, la stratégie, la gestion des ressources humaines. Bon, donc, tous les problèmes qu'une entreprise est susceptible de rencontrer, aussi bien dans son organisation, dans son fonctionnement, dans ses rapports avec son environnement, et dans ses rapports notamment avec ses concurrents, et ensuite au niveau de ses relations internes, les questions de ressources humaines, les questions d'amélioration du climat, évidemment les questions de comptabilité et de système d'information. Tous ces problèmes sont susceptibles d'être abordés et traités par un expert comptable. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que l'expert comptable, c'est d'abord un professionnel libéral, c'est-à-dire ce n'est pas un salarié d'entreprise. L'expert comptable travaille en cabinet et rend des services à des clients, un peu comme les avocats. Les avocats, c'est de la profession libérale aussi. On ouvre un cabinet. Ce cabinet est reconnu par la structure qui encadre la profession. Et donc, on exerce la fonction d'expert comptable au sein de ce cabinet en rendant service à nos clients sur tous les domaines un peu que je viens d'aborder. Bon, en termes un peu d'activité, principalement, il y a la tenue de la comptabilité, c'est vrai. Il y a ensuite la vérification de la comptabilité, ce qu'on appelle audit, audit comptable et financier. Et il y a d'autres prestations qui touchent tous les domaines dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, pour résumer, c'est un expert comptable, c'est un médecin généraliste d'entreprise. Bon, expert d'entreprise aurait été trop vague aussi. Vous savez, ces professions, ces métiers sont des métiers aussi qui sont normalisés. Les experts comptables prêtent serment. Donc il y a un certain nombre de domaines de, de travail spécifiques aux experts comptables. Et maintenant, à côté de ces domaines organisés, normalisés, il y a d'autres domaines qui peuvent être touchés. Donc c'est fondamentalement des comptables d'un niveau supérieur, mais c'est aussi, par la force des choses, des spécialistes de la gestion d'entreprise, de la finance, de l'économie, du droit et d'autres domaines connexes. Même si tous ces métiers et ces activités tournent autour de la comptabilité. Mais il faut savoir aussi que dans une entreprise, contrairement à ce qu'on dit, la comptabilité, c'est un peu au carrefour des informations. La comptabilité, c'est la technique qui traduit en chiffres les faits économiques, donc l'activité d'une entreprise. Tout ce que l'entreprise fait est traduit en chiffres. Quand une entreprise vend des produits, il y a un chiffre qui le note. Quand une entreprise achète des biens et services, c'est noté dans la comptabilité. Payer les salaires, c'est noté dans la comptabilité. Payer des impôts. Donc tout ce que l'entreprise fait est traduit dans la comptabilité. Donc ça fait que la comptabilité est un peu au cœur du système d'organisation et du système d'information de l'entreprise. Donc ça fait que celui qui tient le compte, qui est comptable, celui-là, il doit aussi un peu connaître le commercial, il doit connaître un peu l'administratif, il doit connaître un peu le droit, il doit connaître un peu l'organisation d'entreprise. C'est ce qui fait que l'expert comptable, qui est un comptable d'un certain niveau, du niveau le plus élevé possible, puisque ce sont des études de 8 années après le bac quand même au minimum, donc ce sont des études d'un certain niveau, mais l'expert comptable, il est obligé, de par son activité, de connaître tous les autres métiers liés à la comptabilité. C'est ce qui lui donne un peu cette compétence multicarte. Très bien. Alors, quelles sont les dispositions réglementaires de la fonction
l'expertise comptable? C'est une fonction très fortement réglementée. Comme vous l'avez dit, nous avons un ordre professionnel. Donc vous avez un ordre des experts comptables. Et ici, dans la zone d'Afrique de l'Ouest aussi, notamment dans la zone francophone, nous avons aussi des textes qui réglementent la profession au niveau de la zone de l'UEMOA, par exemple. Donc il y a un ordre et l'ensemble des ordres de l'UEMOA se retrouvent au sein de ce qu'on appelle le Conseil permanent de la profession comptable. Donc non seulement la profession elle est organisée au niveau national, elle est organisée au niveau régional, je peux même dire elle est organisée au niveau africain et au niveau international. Ça veut dire que on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est expert comptable. On est soumis à des obligations de déontologie très fortement encadrées, aussi à des obligations de formation. On doit avoir une formation solide et on doit prouver cette formation solide. Et nous devons aussi, pendant toute notre carrière, subir des étapes de formation continue pour nous maintenir au niveau. Parce que vous savez, le secteur des entreprises, l'économie évolue énormément. L'économie d'il y a 20 ans au niveau international, ce n'est plus l'économie d'aujourd'hui. Donc il faut que l'expert comptable qui est un spécialiste de l'accompagnement des entreprises puisse aussi avoir une formation qui lui permette d'accompagner utilement les entreprises. Donc vous avez d'abord une formation de base de 8 années après le bac, qui est sanctionnée par un diplôme. Dans notre zone, et spécifiquement au Mali, il y a 2 diplômes qui donnent accès principalement à la profession. Il y a le diplôme ouest-africain d'expertise comptable, qui s'appelle le DECOFI, diplôme d'expertise comptable et de gestion financière. Et il y a le diplôme français. Aujourd'hui, dans la profession, je peux dire, bon, il y a peut-être, grosso modo, 2 tiers de diplômés français, ou en tout cas des formations qui tournent autour de diplômés français, et 1 tiers qui concerne les diplômés de la zone ouest africaine. Parce que le diplôme de la zone ouest africaine n'a pas commencé il y a longtemps, il a commencé en 2000 seulement. Donc ça fait 16 ans seulement que ce diplôme est là, alors que d'autres sont diplômés depuis 70, 75 et ainsi de suite. Donc il y a avoir un diplôme. Après avoir eu le diplôme, il faut s'inscrire à l'ordre. Donc il y a toute une procédure à respecter. Et quand on est inscrit à l'ordre, on paye des cotisations annuelles. Et on est soumis aux vérifications de l'ordre, au contrôle de l'ordre sur notre comportement, sur notre déontologie, sur nos rapports avec nos clients. Et l'ordre peut enlever quelqu'un de la profession. Voilà, l'ordre peut parfaitement enlever quelqu'un de la profession. La personne peut aller faire autre chose, mais elle ne fera pas la profession d'expert comptable. Expert comptable est celui qui est membre d'un ordre professionnel et qui exerce dans un cabinet d'expertise comptable. Donc c'est une formation, c'est une profession qui sont très fortement encadrées. Et au Mali, nous avons, je pense, de tête, j'ai peur de me tromper, mais à peu près une 60aine d'experts comptables dans notre pays. Bon, donc ça peut être considéré comme nombreux, mais c'est largement insuffisant. Ça veut dire qu'il y a quand même vraiment de la place pour tous les jeunes qui souhaiteraient s'inscrire à cette formation qui est longue, qui est difficile. Mais le métier est un métier intéressant. Et un expert comptable ne peut pas chômer. Vous ne rencontrerez jamais un expert comptable chômeur. Ce n'est pas possible. Ah bon. Quelle explication donnez-vous à ça avant de passer à votre question? Parce que les besoins des entreprises en compétences de ce type sont tellement importants au Mali, dans la sous-région, au niveau international, que quand on a ce diplôme, on ne peut pas chômer. Aussi simple que ça. Vous savez, le marché de l'emploi, il y a la confrontation de l'offre et de la demande. Quand l'offre d'emploi est largement supérieure à la demande, il n'y a pas de chômage. Mais c'est quand l'offre d'emploi est très petite par rapport à la demande immense pour certaines professions, c'est là où il y a un chômage et même un chômage de masse. Vous savez, il y a beaucoup de formations données par nos universités qui sont dans ces situations. Formation de juristes, formation de sociologues, formation. Dans ces domaines-là, il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y a énormément de demandes. Et dans le domaine des experts comptables, les offres sont toujours largement supérieures aux demandes. Non seulement au Mali, mais aussi dans la zone et ailleurs. Ça veut dire qu'un expert comptable malien, il a la possibilité de travailler au Mali,
Il a la possibilité de travailler au Burkina, il a la possibilité de travailler au Bénin, il a la possibilité de travailler en France, il a la possibilité de travailler aux États-Unis ou ailleurs. Nous, notre cabinet, nous sommes un cabinet où il y a plusieurs associés. Nous sommes 5 associés au niveau du cabinet d'expertise comptable Diara. Nous travaillons dans 18 pays. Donc, nous avons la possibilité de travailler dans ces pays parce que la formation, elle est normalisée, elle est reconnue dans ces pays. Donc, c'est une profession intéressante et il faut encourager les jeunes à aller dans cette profession. Parce que plus on a des compétences de ce niveau, mieux les entreprises sont accompagnées. Et si les entreprises sont bien accompagnées, ça leur assure des perspectives intéressantes pour être mieux gérées, pour bénéficier de conseils, pour pouvoir se développer, pour faire face à la concurrence de manière un peu plus efficace, et donc pour pouvoir créer de la richesse et aider le pays. Donc ça veut dire que ces formations sont des formations qui indirectement ont un impact sur le développement d'un pays. Nous avons besoin des compétences de ce type. Oh, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Vous avez d'abord, dans la déontologie, il y a deux types de corpus. Il y a le corpus classique et puis il y a le corpus qui s'apparente à la profession, qui est quand même lié à la profession. Le corpus classique, ça c'est un peu la morale que nous connaissons tous. C'est-à-dire il faut être honnête, il faut être juste, il faut respecter les lois, il ne faut pas mentir. Donc ça c'est les règles morales qui sont professées partout, dans les religions, dans nos textes. Ça, un expert comptable se doit d'observer cela. C'est-à-dire, ça, c'est tout individu respectable. Comme on dit souvent en langue française, un bon père de famille. Quelqu'un qui est respectueux des textes, qui est organisé, qui est juste, qui est équitable. Donc, il y a ce corpus-là qu'il faut respecter. Maintenant, il y a le corpus qui est plus en lien à la profession. Par exemple, on dit l'expert comptable doit être indépendant de son client. Quand on conseille quelqu'un, il faut être indépendant de la personne, sinon on ne peut pas conseiller la personne. Le conseil, c'est de pouvoir dire des choses qui sont souvent difficiles à entendre. C'est ça le conseil. Le conseil, ce n'est pas de toujours être d'accord avec celui qu'on conseille, sinon on ne le conseille pas. Et ça, si on n'est pas indépendant de la personne, c'est difficile. Par exemple, on exige des experts comptables, quand vous travaillez avec un client, il ne faut pas que ce client représente 60% de votre chiffre d'affaires. Si le client représente tout ce que vous faites dans l'année, vous ne pouvez pas être indépendant. Parce que ça veut dire que s'il est fâché contre vous et qu'il dit, bon voilà, j'arrête de travailler avec vous, vous ne pouvez pas manger après. Donc il faut faire en sorte d'avoir beaucoup de clients pour que chaque client ne représente qu'une petite partie de son chiffre d'affaires. Donc on peut se passer de lui. Et si on peut se passer de lui, on est indépendant. Et si on est indépendant, donc on peut lui donner des conseils, souvent même des conseils difficiles, qui peuvent l'aider à avancer. Donc il y a cette question d'indépendance qui est importante. Il y a aussi, je dirais, respecter les normes professionnelles. Nous avons des normes de travail, la façon dont il faut travailler les dossiers. Nous avons des normes de rapport, la façon dont il faut rendre compte de nos travaux. Donc, il faut respecter ces formes, c'est ce qui donne la valeur à l'expert comptable, c'est ce qui lui fait sa crédibilité. Donc, on exige qu'un expert comptable qui travaille avec un client, si c'est tel type de prestation, il doit rendre son rapport sur telle base. Et il doit travailler selon telle procédure. Il doit mettre des personnes qui sont compétentes pour faire le travail. Il doit superviser ces personnes. Il doit s'assurer que ces personnes elles-mêmes sont indépendantes du client. Nous avons même souvent des incompatibilités. C'est-à-dire quand on travaille chez un client, nous devons faire en sorte que nous ne soyons pas liés au client. Par exemple, si le client est l'épouse de l'expert comptable, c'est difficile. S'il est le grand frère de l'épouse de l'expert comptable, c'est difficile. Donc il faut tout ce corpus-là qui sont écrits, c'est des centaines de pages qui nous sont imposées. Ça assure en fait la crédibilité du travail. Et ça fait que ce travail revêt un sceau de professionnalisme qui pourra être accepté par les uns et les autres. Et l'ordre vient vérifier dans chaque cabinet que toutes ces normes sont respectées, que les dossiers de travail sont tenus, que les rapports sont déposés en temps, que les rapports avec les clients sont des rapports de cordialité, d'indépendance, de justice. Et vous avez aussi beaucoup de normes relatives aux honoraires, c'est-à-dire ce qu'on facture aux clients. Donc on fait en sorte que ça reste dans des limites respectables
mais que ça ne soit pas aussi du dumping, c'est-à-dire qu'on ne facture pas trop bas. On fait en sorte que l'expert comptable puisse vivre assez bien, sans trop pénaliser le client, mais sans trop lui-même se soumettre à des pressions inutiles. Et là, c'est normalisé et ça fait que tous les experts comptables, même quand on est concurrent sur un marché, nous avons les mêmes niveaux de facturation. Donc la différence se fera sur la qualité des prestations plutôt que sur ce qu'on facture. C'est un métier qui est très, très organisé. Mais comme c'est un métier qui est secret, beaucoup de personnes ne savent pas tout ça. Parce que vous savez pourquoi c'est secret? Les experts comptables ne doivent pas faire de publicité. C'est comme les avocats ne doivent pas faire de publicité. C'est comme les cabinets médicaux privés ne doivent pas faire de publicité. J'en estime que quand vous rendez un certain nombre de services, vous ne devez pas vous réduire à faire du commercial, à aller vanter vos capacités. Vos capacités, vos clients le sauront dans votre travail, à leur contact, et le bouche à oreille fera en sorte qu'on va vous référencer plutôt que de sortir faire des actions de publicité à la télé. C'est pourquoi le métier est un peu secret. Il n'est pas beaucoup connu. Non seulement ici, mais ailleurs. Hein, c'est partout à peu près pareil. Je pense qu'il y a plusieurs types de difficultés. La première des difficultés, à mon avis, c'est que ces métiers ne sont pas suffisamment connus par les entreprises dans notre pays. Vous savez, quand vous avez un opérateur économique qui a l'habitude de travailler dans l'informel, qui fait souvent des milliards ou même des dizaines de milliards, mais en restant dans l'informel, en n'étant pas organisé, en travaillant avec un neveu, un frère et ainsi de suite, comme beaucoup d'opérateurs économiques du Mali, si vous venez leur dire, ah, il faut que vous ayez un expert comptable, il peut avoir plusieurs réflexes. Il peut dire, ah, ça c'est pour m'amener chez les impôts. Moi, je ne veux pas ça. Ah, il va me donner aux impôts. Moi, je ne veux pas de comptabilité. Je préfère rester comme ça là et puis me gérer mes affaires plutôt que de prendre un comptable qui va me créer trop de problèmes. La deuxième chose, c'est que ces personnes n'étant pas un peu dans un environnement concurrentiel ne voient pas trop le besoin d'évoluer. Souvent, ils font le même métier depuis 10-15 ans, les mêmes pratiques, donc ils n'ont pas vraiment besoin de changer. Alors qu'une entreprise a absolument besoin de changer, de s'adapter à l'environnement, d'anticiper, d'évoluer. Si on s'impose au Mali, il faut penser à aller au-delà du Mali. Si on s'impose en Afrique, il faut avoir de l'ambition. Malheureusement, nos opérateurs économiques, beaucoup n'ont pas cette ambition. Ils se contentent un peu de peu. Donc, du coup, ils n'ont pas vraiment besoin de conseils juridiques, économiques, financiers d'un certain niveau pour les accompagner dans le développement. Ça fait que la principale difficulté des experts comptables, c'est que leur marché est finalement réduit à des prestations qui sont un peu obligatoires. Par exemple, faire des audits parce qu'on a des actionnaires, ou faire des comptes parce qu'on va chercher un crédit à la banque, ainsi de suite, ainsi de suite. On a un marché qui théoriquement est important, mais dans le fait, il se réduit. Mais il n'en reste pas moins quand même qu'il y a toujours de bonnes possibilités et de perspectives pour les experts comptables. Je pense que ça, c'est le premier niveau de difficulté. Le deuxième niveau de difficulté, c'est vis-à-vis des autorités. Les experts comptables ont souvent, je vais dire, l'image de gens qui sont très riches. Et donc, comme dans notre... Ah non, non, non. Ce sont des gens qui vivent décemment. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans les besoins. Mais ils ne peuvent pas être comparés aux opérateurs économiques et autres, dont c'est la vocation. La vocation d'un expert comptable, ce n'est pas d'être milliardaire. C'est de bien vivre de son métier et de continuer à se développer selon son rythme. Mais l'image, y compris au niveau des autorités, c'est un cercle fermé de personnes qui sont très riches, qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, et donc ils sont perçus un peu bizarrement. Parce que souvent, ceux qu'on ne connaît pas, on se méfie. Et souvent, on a un a priori négatif de ceux qu'on ne connaît pas. Donc ça fait que nous ne bénéficions pas, à mon avis, de l'accompagnement nécessaire de nos autorités pour développer la profession. C'est une profession, je pense, qui peut même apporter des choses au niveau des services de l'État. Les services des régies financières, beaucoup d'autres services en termes d'organisation et autres, même les collectivités territoriales, les communes, ainsi de suite. Mais si les autorités elles-mêmes ne supportent pas comme il faut les experts comptables, bon, il y a beaucoup de possibilités qui resteront dans les cartons.
Je pense que ça, c'est aussi une difficulté. Troisième difficulté, c'est l'organisation des experts comptables eux-mêmes. Parce que les experts comptables individuellement ne peuvent pas faire de publicité. Mais la profession peut faire de la publicité pour l'ensemble des experts comptables. Donc l'ordre peut dire, ben voilà, on fait une conférence pour aller parler du métier d'expert comptable. Comme vous êtes en train de faire avec moi. Donc il y a des experts comptables qui viennent devant les journalistes pour expliquer ce qu'ils font, quelles sont les spécificités de leur métier. Ça aidera les gens à connaître et donc je pense que ça fera des perspectives pour la profession. Ça aussi c'est une difficulté qui est liée au fait que nous ne sommes pas suffisamment organisés. Ça aussi c'est une réalité. Ah, il est difficile pour moi de me prononcer dessus parce que les experts comptables ne travaillent pas beaucoup sur la gestion des finances publiques. C'est ce que j'ai dit. Au Mali, à mis à part un ou deux cabinets, la plupart des cabinets travaillent uniquement avec le privé. Les entreprises, les projets, les ONG, les associations, d'autres types d'organisations, les banques et ainsi de suite. Pas avec l'État, presque pas avec l'État. Je pense, comme j'ai exercé des responsabilités publiques, j'ai plus appréhendé la chose publique à travers mes responsabilités qu'en tant qu'expert comptable. La gestion des finances publiques dans notre pays, c'est à peu près comme dans les autres pays francophones. Nous sommes en train de nous réveiller à de nouvelles techniques de gestion des finances publiques, à des notions comme la transparence, comme l'audit, comme les performances. Il faut continuer dans cette direction. Parce que les finances publiques ne doivent pas être opaques. Les finances publiques, je pense qu'un jour, très rapidement, nous devons avoir sur Internet les comptes de l'État, en temps réel, pour dire, ben voilà, ce mois-ci, voilà les recettes de l'État, voilà les dépenses dans tel domaine, voilà les marchés qui sont en cours. Tout ça, ça doit être des informations qui doivent être publiques. Donc, plus on évolue vers la transparence, et c'est le cas depuis pas mal d'années, mieux c'est. Et dans le cadre justement de la promotion de la transparence, les experts comptables peuvent jouer un grand rôle auprès des autres corps de contrôle de l'État pour améliorer la gestion des finances publiques. Ben, il y a déjà pas mal de progrès, hein. Il y a déjà pas mal de progrès. Maintenant, en matière de transparence, on n'est jamais absolument transparent. On tend vers la bonne transparence, on tend vers la bonne gouvernance. Je dis, on doit faire plus d'efforts. On doit simplifier nos procédures. On doit utiliser davantage les nouvelles technologies d'information et de communication. On doit avoir recours, à mon avis, à différents profils au bénéfice des services publics pour les organiser davantage, pour former un peu mieux les agents de l'État afin que les performances en matière de production d'informations soient à hauteur de souhait. Donc il faut tendre vers. C'est un processus continu et en la matière, les nouvelles technologies peuvent faire un bond important aux administrations publiques et donc à l'État en entier. Dans ce secteur-là, l'UEMOA a beaucoup de textes déjà. La comptabilité publique est normalisée au niveau de l'UEMOA. Le tableau des opérations financières de l'État, ce qu'on appelle le TOF, est normalisé au niveau de l'État. Le plan comptable de l'État est normalisé au niveau de l'UEMOA. Les règles par rapport à la transparence sont normalisées et puis les règles en rapport avec le comptable public, sa déontologie, les normes qu'il doit respecter. Donc nous devons transcrire ces textes au niveau national et essayer de les respecter. Donc si tous les pays arrivent à le faire, ça va faire que bon, les pays auront à peu près les mêmes référents et on pourra plus facilement comparer les pays. Parce que quand les gens utilisent des normes différentes, il est difficile de pouvoir les comparer. Donc tout ça, c'est des évolutions qui sont lentes depuis pas mal d'années, qu'il faut poursuivre, qu'il faut accélérer pour qu'on aille vers vraiment le tout transparence et que le citoyen lambda sur son smartphone, il puisse dire, bon voilà, le ministère de l'Agriculture n'a pas eu une bonne performance parce que le niveau de dépense n'est pas adéquat, tel projet n'est pas bien utilisé. Ouais, il faut qu'on aille vers ça. Je pense qu'un jour ou l'autre, on devrait l'avoir. Alors, où est-ce que vous situez, par exemple, sur cette question. Moi, je me rappelle qu'en en 2000, j'ai eu beaucoup de problèmes, moi personnellement, suite aux difficultés de la CMDT. Vous savez, dans les années, début des années 2000, la CMDT avait de grosses difficultés. Aujourd'hui, ça va nettement mieux, mais avait de grosses difficultés. Et donc, les gens se sont dit, mais l'expert comptable de la CMDT, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, on a dit, ben voilà, il faut l'interpeller, il faut l'amener, qu'il puisse se justifier. Pourquoi la société va mal? Bon,
j'ai expliqué simplement, et ça je vais vous l'expliquer. L'expert comptable, faire le bilan d'une entreprise, c'est de prendre l'entreprise en photo. C'est ça, faire le bilan de l'entreprise. Donc, prendre quelqu'un qui est en photo, on juge le photographe sur la qualité de la photo. Mais on ne juge pas le photographe sur l'état de la personne. Vous me comprenez? Si vous êtes vilain là, vous allez sortir dans la photo vilain. Moi, mon photographe là, moi, mon rôle, c'est pas de vous rendre beau, hein. C'est de vous sortir dans l'état que vous êtes. C'est ce que j'ai expliqué. Exactement à ces termes pour que les gens comprennent. Nous, on a produit un bilan avec la situation de la société qui n'était pas bonne. Nous, notre responsabilité s'arrête là. Maintenant, vendre la fibre, acheter le coton, gérer les usines, ça c'est ceux qui sont en charge de cette responsabilité. Donc ça veut dire que celui qui tient le compte, il faut le juger sur la technique de production des comptes. S'il commet une erreur dans la production des comptes, il peut être interpellé sur cette question. Mais dire la situation financière de l'entreprise va bien ou va pas bien, le comptable est le fautif, non. Le comptable, il fait juste la photo. Donc la personne est jolie ou elle n'est pas jolie, ce n'est pas l'affaire du photographe. C'est la qualité de la photo qui est l'affaire du photographe. Alors quelle a été leur perception par rapport à cette... Non, mais quand j'ai donné l'explication, ils sont allés chercher les causes ailleurs. Ah, et ils se sont dit, bon, ok, on a compris. C'est une explication, je pense que vous avez compris tout de suite. Le comptable, c'est ça, on lui amène les factures de vente, il note. Les factures d'achat, il note. Les salaires, il note. Et puis il sort la situation. Maintenant, c'est lui qui a vendu à perte. Ce n'est pas le comptable. Lui, il prend la facture de vente, quel que soit le montant qui est dessus, il enregistre. Donc sa responsabilité ne peut pas être liée à la performance de la gestion de la société. C'est lui qui est en charge des ventes, c'est lui qui est en charge des achats, c'est lui qui est en charge de la gestion. Lui, il est responsable de la situation de la gestion. Le comptable, lui, il traduit les comptes. Maintenant, si on lui amène des ventes et qu'il enregistre achat, là, sa responsabilité est engagée. Ça veut dire qu'il n'a pas utilisé la bonne technique pour traiter l'information qu'on lui a amenée. Donc là, lui, il peut être jugé sur ça. Mais pas que la société soit dans une bonne situation ou dans une mauvaise situation. Oh, ça, c'est une question qui dépasse l'expert comptable. Ça, c'est une question à poser aux politiques, ça. Ils se retrouvent dedans. C'est pour l'un dans l'autre. Je vais me concentrer sur le secteur privé. Et là, prendre juste ma casquette d'expert comptable. Après, je vais terminer par ma casquette de politique et donner un certain nombre d'idées. Voilà. Je pense que le Mali, notre économie n'est pas configurée pour satisfaire le secteur privé. Dans le discours, on le dit, dans tous nos discours publics, partout, on fait du secteur privé le moteur de l'économie. Tout le monde le dit. Ça, je pense que vous l'avez entendu au moins plusieurs fois. Mais si vous regardez dans les faits, vous vous rendez compte que non. Le secteur privé n'est pas considéré comme le moteur de l'économie. Et ça s'explique par le fait que ceux qui sont dans l'administration, les fonctionnaires, ont une assez mauvaise image des opérateurs économiques, des hommes d'affaires. On estime que, bon voilà, ils ne sont pas honnêtes, c'est des voleurs, c'est ci, c'est ça, et ainsi de suite. Donc du coup, on ne les met pas dans les conditions, on ne crée pas les conditions juridiques, fiscales, économiques, pour qu'ils puissent vraiment s'améliorer. Et souvent même, on s'implique dans le jeu entre les acteurs du secteur privé. Je pense que l'État, son rôle est de la régulation, définir les politiques, s'assurer que ces politiques sont suivies, faire la régulation entre les agents économiques. L'État doit sortir du secteur économique, directement ou indirectement, et faire en sorte que les acteurs économiques puissent être à égalité sur le secteur, qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, qu'on ne favorise pas un par rapport à l'autre, et que seul l'esprit d'entreprise, la capacité d'innovation, d'organisation, l'anticipation puissent permettre à quelqu'un de s'imposer aux autres. C'est comme ça que le pays va véritablement être tiré par le haut. Je pense que ça, c'est vraiment indéniable. Maintenant, par rapport à l'économie de manière générale, il y a au moins 2 ou 3 aspects que notre pays doit privilégier. Le premier aspect, c'est le cadre macroéconomique. Il ne peut pas y avoir de performance économique si l'économie n'est pas bien gouvernée. C'est-à-dire si on n'a pas la stabilité macroéconomique, la stabilité juridique, on n'a pas les conditions favorables pour investir, on n'a pas une justice qui fonctionne où on ne va pas tomber sur les gens tous les jours, sinon ils vont fuir. Il faut qu'il y ait un cadre macroéconomique incitatif. Ensuite, il faut que nous ayons des infrastructures appropriées, surtout pour un pays comme le Mali. Nous sommes un pays continental
qui est très loin des ports. Donc si on n'a pas un réseau routier important, si on n'a pas des disponibilités énergétiques appropriées, c'est pas facile. Troisième élément, les hommes. Il faut que le capital humain malien soit à terre des choses. Et là, nous avons beaucoup de déficits. Notre système éducatif est difficile. Et les produits de notre système éducatif sont de moins en moins compétitifs vis-à-vis de nos voisins, pas vis-à-vis des Asiatiques. Nos voisins immédiats, nous sommes un peu en décrochage par rapport à eux. Donc nous avons des efforts importants à faire pour mettre à disposition des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des ressources humaines compétentes et accessibles. Je pense qu'il faut aller sur ces éléments et ensuite faire en sorte que le pays privilégie ses forces. Nous avons quand même des forces. C'est un pays où il y a de la terre, où il y a de l'eau, où il y a du soleil. Donc l'agriculture est quand même un élément important. Là aussi, on le dit beaucoup dans nos discours, mais dans les faits, vraiment, il y a une différence entre les actes et le discours. Et ça, moi, en tant que responsable public, je suis aussi responsable que d'autres. Hein. Je ne compte pas du tout me mettre à part. Donc ça, c'est un élément, l'agriculture, la culture. Ce secteur-là, il y a un gisement de richesse extraordinaire. Nous sommes un vieux pays, un pays de culture. La culture a la particularité qu'on ne peut pas l'imiter. On peut presque tout imiter sauf la culture. C'est-à-dire, d'autres pays pourront être très forts dans les copies. Généralement, on parle des Chinois qui savent imiter tout. Mais le Kamalengonin de Wassoulou, là, on ne pourra pas l'imiter. Hein. Donc, ce qui fait notre force, la culture, nos artistes, nos chanteurs, nos artisans, il faut vraiment travailler à mettre ça en valeur. Mais vraiment comme il faut. Que le consommé malien soit une réalité. C'est-à-dire que nous consommons nous-mêmes ce que nous produisons. Regarde ce qui se passe. Donc la culture est un élément important qu'il faut soutenir. Dernier élément, l'économie urbaine. Le Mali, notamment Bamako. Le Mali est un pays, et ça va être le cas dans les années à venir, où les gens quittent les villages pour venir vivre dans les villes, notamment à Bamako. Bamako est la grande ville par essence de notre pays. Et quand les gens sont nombreux sur un espace, ça crée beaucoup de besoins. Et ces besoins, il faut les satisfaire. C'est un secteur économique. Et les nouvelles technologies peuvent beaucoup faciliter la vie en ville. Moi, je suis admiratif quand je vois les enfants aujourd'hui développer des applications sur smartphone, des Maliens, pour vendre des services aux gens. Par exemple, on développe une application pour mettre à la disposition des gens en temps réel toutes les pharmacies de Bamako, les pharmacies ouvertes 24 heures sur 24, pour que quand on a un problème à Badlabougou, on sache immédiatement, en regardant sur son smartphone, dans le quartier, quelle est la pharmacie qui est ouverte à 3 heures du matin. Ça, c'est les Maliens qui ont développé. Donc, quand les gens sont ensemble, il n'y a que des besoins. Donc, il y a des services qu'on peut offrir et ça peut créer énormément d'emplois. Ça, ce sont des choses qu'on ne regarde pas. Et je pense qu'on serait mieux avisé de le faire pour développer de nouveaux secteurs économiques et ne pas vouloir faire tout le monde de fonctionnaires. J'ai l'impression quelquefois que quand on parle d'emploi, tout le monde parle d'emploi fonctionnaire, ou d'emploi de bureau. Alors que, ben voilà, on n'a pas besoin de bureau pour développer des applications. Sous l'arbre, avec un smartphone et avec un peu de connexion, on développe des applications. On peut devenir millionnaire en France CFA sans avoir une chaise. Ce sont ces intelligences-là qu'il faut savoir mettre en valeur. Et souvent, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour connaître comment développer des applications sur les programmes informatiques. Là, nous, décideurs, nous devons prendre conscience de l'évolution du monde et de pouvoir bénéficier un peu de ces changements importants et faire en sorte que les jeunes aient d'autres perspectives. Alors vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un divorce entre les discours et l'acte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre plus de leaders politiques qui lient l'acte à la parole. Là, c'est la question du leadership, essentiellement. Comme d'ailleurs beaucoup de problèmes de notre pays. Hein. Vous savez, nous sommes un pays où beaucoup de textes existent, mais qui ne sont pas appliqués. Nous sommes un pays où la plupart de nos problèmes sont connus, les solutions sont connues, mais on a un manque de courage pour l'appliquer. Par exemple, l'éducation. Aujourd'hui, il est difficile
de parler d'un problème de l'éducation qui n'a pas été évoqué en 2008 lors du forum sur l'éducation. On a fait un forum sur l'éducation en 2008. Il y a eu 492 recommandations. Mais entre 2008 et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait appliqué la moitié de ces recommandations. Donc, quelque part, il y a aussi du courage qu'il faut avoir, la capacité de communication, de conviction, d'entraîner les autres partenaires et pour appliquer des décisions difficiles, parce qu'on ne peut pas changer un pays facilement. Donc il faut que le leadership soit plus courageux et qu'on lie davantage l'acte à la parole, sinon il n'y a pas autre chose à faire. Alors, vous avez d'autres raisons. Et quelles solutions vous proposez? Il y a les causes apparentes et il y a les causes réelles. Les causes apparentes de la situation de notre pays sont des problèmes de fonctionnement étatique, je dirais des problèmes d'adaptation de l'État aux diversités de la population de manière générale. Mais les causes profondes, ce sont les causes économiques. La plupart des problèmes qu'on rencontre dans les pays pauvres, c'est des problèmes liés aux revenus. Aujourd'hui, les jeunes, notamment au nord de notre pays, n'ont pas beaucoup de perspectives. Donc quand vous avez un terroriste qui vient et qui dit, bon, il faut venir travailler pour moi, tu es payé 400 000 francs par mois ou 500 000 francs par mois, mais il va partir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est un radical, qui va épouser les thèses des terroristes, mais par nécessité économique. Ou quand il y a un trafiquant de drogue qui va lui dire, bon, il faut convoyer cette drogue de tel point à tel point, on va te donner 1 million. Mais alors que lui, bon, voilà, il travaillerait normalement, il ne gagnerait pas 50 000 francs par mois et on lui propose 1 million pour un travail de 2-3 jours. Il va le faire. Donc, tant que nous ne regardons pas les causes profondes, et c'est le cas de la crise du Nord, parce que si vous regardez l'accord de paix parle des causes apparentes, problèmes institutionnels, problèmes de sécurité, mais parle aussi des causes réelles, problèmes de développement. Donc, le problème essentiel de notre pays, et qui va être encore le problème essentiel de notre pays dans les années à venir, c'est un problème économique. Il faut que le pays ait la capacité de créer de la richesse, de la répartir entre les citoyens. Parce qu'il y a une chose de créer la richesse, une autre chose de répartir. Nous sommes un pays, par exemple, où la répartition des richesses est très inégale. Vous avez une petite proportion de la société, du pays, qui a l'immense majorité des richesses créées. Et c'est l'État qui doit normalement faire en sorte qu'il y ait une régulation et une péréquation et une bonne répartition entre les couches. Donc il faut que nous créions la richesse et que nous la répartissions de telle sorte que les populations maliennes, partout où elles se trouvent sur le territoire, puissent avoir un peu de quoi croire à la vie et de quoi ne pas suivre les aventuriers de tout acabit. Donc pour moi, vraiment, c'est question économique qui forme la toile de fond. Il faut qu'on donne des perspectives à nos compatriotes et qu'ils puissent eux-mêmes aussi prendre des initiatives, se développer, créer des entreprises dans les zones rurales comme dans les zones urbaines et donner des marchés aux experts comptables pour revenir à notre sujet. Nous, mais experts comptables, on a intérêt à ce qu'il y ait plus d'entreprises parce que plus d'entreprises veut dire plus de marchés pour nous. Très bien, c'est pas une publicité, hein? Ah non, c'est notre métier. D'accord, très bien. Bon, les collectivités territoriales ne doivent pas être des spécialistes des demandes de subventions. Il faut d'abord que les collectivités apprennent à utiliser leur propre espace et à créer les conditions de développement pour en bénéficier. Moi, j'ai été maire, donc c'est un domaine que je connais un peu. Nos espaces recèlent de possibilités. J'ai parlé tout à l'heure des possibilités offertes par les nouvelles technologies d'information et de communication, la culture, l'artisanat. Il faut que les élus, les maires, les présidents de conseil de cercle, les présidents de conseil des régions, regardent ce qu'ils peuvent faire intrinsèquement pour se développer plutôt que de se spécialiser à demander de l'aide, quoi. Ça, c'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il ne faut pas les appuyer pour qu'ils soient des mendiants professionnels? Non. Une collectivité locale ne doit pas être un mendiant professionnel. Maintenant, on sait qu'on est pauvre, on a toujours besoin d'aide. Mais il faut que nous-mêmes, on fasse quelque chose. Et il n'y a pas de collectivité territoriale au Mali où il n'y a pas de possibilité de générer un peu de revenus si le maire est un peu dynamique. S'il regarde la réalité, il décèle les potentialités, il se bat pour les mettre en valeur
il peut développer son espace et ensuite maintenant bénéficier de financement à travers les impôts, les taxes et autres. Mais si on cède à la facilité de dire ah les Pays-Bas ont de l'argent, donc on va élaborer un projet, on envoie aux Pays-Bas, ah les Canadiens ont de l'argent, on va développer, finalement on ne va jamais s'en sortir parce que cet argent ne sera toujours que pour le court terme. Et cet argent, c'est un argent qui va nous rendre paresseux en plus. On va le prendre, on va l'utiliser, on n'aura pas avancé, après on se posera la question maintenant, après les Pays-Bas, c'est qui encore? Il ne faut pas passer sa vie à être mendiant professionnel. Il faut que l'aide soit un appoint, mais que l'essentiel vienne de nous. Et je peux vous assurer que nous avons des possibilités. Nous ne sommes pas aussi pauvres qu'on le pense, mais nous sommes pauvres souvent d'esprit et d'initiative, y compris au niveau des élites, malheureusement. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Que pensez-vous de cette émission? Question en débat qu'on va lancer bientôt. Ah ben, j'ai eu l'occasion de le dire. Vous savez, nous sommes un pays où on n'a pas l'habitude de débat. Ou du moins, on est en train de perdre l'habitude de débat. Parce que moi, je parcours le pays régulièrement, je vois dans les villages où il y a des débats de grand niveau entre les composantes du village. Mais ici, à Bamako, dans nos villes, au niveau officiel, on n'a pas l'habitude, on a perdu l'habitude de la contradiction. Quand on se contredit, il y a l'un qui va penser, ah, il est contre moi. Quand vous commencez les débats d'idées, on va dire, il est contre moi. Il est contre moi, il n'est pas contre mes idées, il est contre moi. Donc, ça, c'est être courageux, ce que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite de durer le plus longtemps possible, parce que vous allez avoir des difficultés. Ceux qui pourront participer au débat, qui seront contents, vont vous soutenir. Ceux qui ne participeront pas au débat vont vous critiquer. Au Mali, si vous voulez avancer, il faut fermer les yeux, les oreilles et suivre ses convictions. Moi, je trouve que c'est positif. Organiser des débats, que les gens viennent exposer leurs idées, se contredire. Et c'est de cette confrontation et de cette contradiction que naissent souvent des idées intéressantes et des idées qui pourront faire un peu l'unanimité des partis en présence. Donc c'est une très bonne chose. Je l'ai dit aux initiateurs que moi-même l'année dernière, avec d'autres, on a créé une structure dont l'objectif est d'aider justement le débat public, la production intellectuelle, la confrontation d'idées, le CERN, le Centre d'études et de réflexion au Mali. Donc ce centre aussi est tout à fait prêt à jouer son rôle dans le cadre de cette émission, à vous accompagner dans la mesure de ses possibilités. Donc moi je suis tout à fait content de voir cet espace se mettre à disposition des hommes politiques, des leaders, des décideurs, des opérateurs économiques et autres. Je vous souhaite bon vent, mais ce ne sera pas facile. Vous êtes dans un environnement difficile. Donc attachez-vous la ceinture et ne cédez pas à la première difficulté. Il y en aura beaucoup d'autres, ne cédez pas. Merci beaucoup. Bon courage. Merci.